2016 sera barbu ou ne sera pas, qu'on se rallie à celle de Jupiter, Jésus ou Mahomet, qui la portaient en étendard de leur spiritualité, qu'on l'arbore en parangon de la branchitude ou simplement par paresse. La barbe séduit, fascine, énerve, elle effraie aussi, nous allons le voir. Ténor du barreau, élu écologiste de Paris, l'avocat Emmanuel Pierrat lui consacre un bréviaire poilu et historique. Bonsoir, merci d'être avec nous Emmanuel Pierrat. Vous êtes donc le co-auteur avec Jean Fexas de ce livre intitulé Barbes et moustaches, édition Houellebecq. Avant de parler de votre livre, nous vous avons réservé une petite image. On regarde et on en parle. Monsieur Macron, nouveau look pour cette nouvelle année? Il a réussi son coup de com', c'est parfait. Voilà. C'est pour ça qu'on est avec lui. Voilà, nous n'avons rien préparé avec le ministre français de l'économie, Emmanuel Pierrat. Une réaction peut-être, ça tombe à pic. Que vous inspire cette barbe, allez, on va dire de combien de jours? Vous êtes un spécialiste? Oh, c'est une barbe de 10 jours. On l'appelle la barbe de 3 jours, mais en réalité, il faut 10 jours pour avoir une barbe comme celle d'Emmanuel Macron. Donc il a mis vraiment à profit la trêve des confiseurs pour préparer sa barbe et son coup de com', que l'on le dit, Marie-Lise Lebranchu. Donc ce qui est intéressant, c'est que enfin la politique s'y met, parce que c'était le dernier précaré de cette société dans laquelle nous vivons, où les industriels, les avocats, les journalistes, vous êtes rasé, mais vous êtes quasiment une anomalie, Mohamed Kassi, désormais. Vous êtes rasé de près, mais beaucoup de vos confrères présentent des journaux télévisés avec une barbe. Donc toute la société aujourd'hui porte la barbe, qui n'a plus les mêmes significations qu'auparavant. Et le seul univers où il n'y avait pas de barbu, le seul dernier, ça a été Georges Hue, pour faire simple. Donc c'était la barbe du Parti communiste, etc. Plus aucun ministre, Aubert-Hue, pardon, plus aucun ministre ne portait la barbe, plus aucun ne porte la moustache. Et enfin, voilà, Macron. Donc Macron saisit la modernité et il se montre comme un ministre, non pas que j'adule, mais en tout cas moderne, en faisant ce geste ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, puisqu'en général, la pilosité, c'est un symbole, un attribut du pouvoir, de la puissance, et pourtant les hommes politiques aujourd'hui la délaissent? Ils l'ont délaissé parce que ce symbole, il a été associé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale à de grands désastres. La barbe ou la moustache, c'était Staline. La moustache, c'était aussi Hitler. Ouais. Et puis, dans une période plus récente, la moustache, c'est Saddam Hussein, par exemple. Donc, on va dire, où c'est la barbe de Fidel Castro. Donc, ça a eu une connotation à partir de 1945 et jusqu'aux années 60, à peu près 70, une connotation de dictateur, d'homme de pouvoir, d'homme au sens de mauvais pouvoir. Et donc, les hommes politiques se sont mis à se raser à partir des années 70 et à enlever cet attribut qui faisait appartenir à un autre monde. Et on n'avait plus réservé la barbe dans la bonne société. Plus personne ne portait la barbe. Les chefs d'entreprise, les capitaines de grandes industries, ça n'était plus réservé que, on va dire, aux hippies, c'est-à-dire vraiment à quelque chose qui était considéré comme marginal et contre la société. Alors justement, les hippies, on va peut-être revenir tout à l'heure sur les souverains il y a quelques siècles, mais justement, puisque vous avez prononcé le mot de hippie, ils ont été précurseurs en Occident, ils la portaient. Pourquoi la portait-il à ce moment-là, en sachant qu'elle n'était pas forcément bien taillée? Elle n'était justement pas bien taillée, ce qui la distingue beaucoup des barbes d'aujourd'hui. Les barbes qu'aujourd'hui, que ce soit la mienne, celle d'Emmanuel Macron, ou les grandes barbes des hipsters, ce sont des barbes qui sont très soignées, qui sont structurées, qui ne sont pas laissées à l'abandon. Ce n'est pas le signe de la sauvagerie. C'est peut-être un rappel de l'animalité de l'homme, d'une certaine virilité, mais c'est surtout quelque chose de très soigné. Il y a d'ailleurs tout ce qui va autour. Il y a une industrie aujourd'hui des barbiers, des modèles de pommades qu'on se met sur la barbe, sur les poils. Tout ça est très raffiné. Ce sont des vrais métrosexuels qui portent la barbe, donc pas des brutes. C'était contestataire alors? C'était contestataire, bien évidemment. Et ça se voulait dans un mouvement qui était général de dénonciation de ce que pouvait être la société machiste telle qu'elle opprimait, on va dire, et les femmes et les jeunes gens. Alors les hippies hier, aujourd'hui les hipsters, le fameux hipster porte la barbe. Et d'ailleurs, on apprend dans votre livre que sans le savoir, ils étaient en fait post-mystiques, les hipsters. Oui, ils étaient un peu post-mystiques. Oui, ils arrivent avec tout un tas de théories qui seraient un peu longues à évoquer ici et un peu d'idées. Mais puis finalement, ce mécanisme d'arborer une barbe très structurée, assez longue, etc., a pris et est devenu au-delà d'un phénomène de mode. Ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi on assiste avec Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est vraiment l'achèvement de la conquête de la barbe, enfin du monde moderne. Quand je dis le monde moderne, ça concerne la planète. Et il faut se rendre compte qu'on en parlait juste avant de commencer cette émission avec vous. Pardon, on avait une minute, vous me parliez du Liban et vous avez vu des hipsters qui n'étaient pas des islamistes, mais des hipsters libanais. J'en connais des hipsters japonais, je connais des hipsters à peu près partout. Je vois des barbus partout. Même au Japon. Ce qui montre, oui, même dans les endroits où la pilosité n'est pas nécessairement ce qui est le plus facile à obtenir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière, qui est que l'idée que l'homme moderne en avait assez de se raser chaque matin, faire ce geste
quelque chose qui est une contrainte, qui est pénible, qui est violent, l'air de rien. Qui est comme l'épilation des jambes pour les femmes, c'est quelque chose de contraignant. Et cette contrainte sociale, elle a sauté. Et elle a sauté donc pour longtemps. Les études qui sont faites sont intéressantes parce qu'elles sont faites essentiellement par les fabricants autrefois de rasoirs et qui aujourd'hui vendent des tondeuses pour tailler correctement les barbes. Et ces gens-là ont fait des études marketing montrant que la première motivation des hommes sur toute la planète pour ne pas se raser, se laisser pousser à la barbe de façon moderne, c'est de ne pas avoir à s'arracher le visage chaque matin devant la glace. Donc on est devant quelque chose qui durera bien plus que quelques années. Alors ça peut être la mode, ça peut être donc la paresse, vous venez de le dire, la religion également. Tout à l'heure, je disais qu'elle pouvait aussi effrayer. Vous venez d'évoquer notamment la religion musulmane et la radicalité. Pour autant, on s'aperçoit que tous les auteurs présumés des attentats de Paris récemment ne portaient pas de barbe. Aucun, quasiment. Je crois que sur les photos, on les a vus, ils sont tous soigneusement rasés. Parce qu'ils ont compris que dans les codes qui leur étaient appliqués, dans les clichés qu'il y avait, dans la lecture, on disait les barbus pour dire les musulmans et surtout les musulmans intégristes. Ils ont compris que la seule façon de passer anonymement, clandestinement, en quelque sorte, sans attirer l'attention, c'était de ne pas se raser. Et finalement, la barbe religieuse, c'est pas seulement l'islam. Il faut bien se souvenir, quand vous regardez un pop orthodoxe, ça fait partie des attributs. Les Sikhs, en Inde, portent la barbe, c'est même un devoir. Là, c'est un devoir religieux. Chez les musulmans, c'est pas considéré comme un devoir religieux absolu et absolument nécessaire pour être un bon musulman de porter la barbe. Chez les Sikhs, c'est obligatoire de se laisser pousser les cheveux et de se laisser pousser la barbe. À tel point que les Sikhs ont obtenu, vous savez, dans la police ou dans l'armée anglaise ou canadienne, la possibilité de la porter alors que l'interdiction de porter la barbe existait. Donc voilà, la barbe et la religion, c'est une vieille histoire qui ne concerne pas que le monde musulman, qui concerne toute la planète et toutes les religions. Alors on va remonter un peu dans le temps, je le disais tout à l'heure, il y a quelques siècles, certains souverains, Louis XIV par exemple, n'en portaient pas, Louis XVI non plus, des intellectuels comme Voltaire non plus. Ce que vous expliquez aussi, c'est qu'au fond, à l'époque, et c'est peut-être vrai aujourd'hui, les gens, le peuple, sont à l'image de leur souverain. Oui, très souvent. C'est-à-dire que quand le souverain porte la barbe, ce qui était l'usage, c'était la démonstration de la force et de la virilité, encore une fois. Donc tous les bons gentilshommes devaient porter absolument la barbe. Il était impensable d'être en contradiction, en opposition par rapport à son souverain. Ouais. Et toute l'histoire qu'on voit ensuite d'un seul coup d'un souverain qui arrive et glabre, c'est souvent parce qu'il a un problème de pilosité, qu'il n'aime pas ça et il a du mal, il a quelques petites touffes. Donc, il impose d'un seul coup que tout le monde se rase. Il se rase et il fixe ce qu'on appelle les impôts sur la barbe. Comme cela existait, et ça existait sous Pierre le Grand souverain russe, tsar russe qui arrive au pouvoir, il a peu de pilosité. Tous ses prédécesseurs avaient des barbes absolument incroyables. Il décide donc qu'on doit être glabre et si on veut porter la barbe, il faut payer un impôt. C'était le cas en Algérie il y a quelques années, avant l'indépendance, etc. C'était le cas, l'impôt sur la barbe est quelque chose de très connu et qui était décidé par des gens qui, d'un seul coup, ne pouvaient pas montrer le pouvoir avec une barbe. Donc voilà. Et puis les interdictions qui vont derrière avec les corps de police, les corps de l'armée qui peuvent ou qui ne peuvent pas porter, les légionnaires sapeurs qui ont l'obligation d'avoir une barbe, les autres légionnaires n'ont pas le droit d'en avoir. Tout ça est assez amusant et révèle des choses très très liées à l'animalité en quelque sorte du poil que nous portons tous. Alors, Barbes et moustaches, c'est un ouvrage drôle, très instructif. Il y a bien entendu Marcello Mastroianni, il y a bien entendu Tom Selleck, des pilosités aussi folles qu'artistiques, Salvatore Dali notamment. Mais en lisant votre livre, on s'aperçoit au fond qu'on n'a rien inventé, ça existait déjà. Vous parlez notamment d'une secte qui existait au XIXe siècle, et alors là, qui voit un véritable culte à la barbe. Les sténopogones. Oui, les sténopogones, la secte des sténopogones, c'est ceux qui portaient la barbe en pointe. Et c'était une secte réellement qui s'était constituée avec des hommes qui se retrouvaient tous pour partager le plaisir d'avoir la courte pointe. Donc dans le cœur de Paris, et ils ont essaimé dans plusieurs villes, et ça s'appelait la secte des sténopogones. Et il était très difficile d'y entrer pour pouvoir faire partie de ce club très distingué. Il faut bien comprendre que la barbe et la moustache sont des choses qui se sont taillées sous tout un tas de formes. Donc il existe 1000 façons d'être barbu ou de porter la moustache. Vous citiez quelques-uns des grands barbus, etc. Vous n'avez pas cité Clark Gable, qui est une autre moustache absolument sublime. Fu Manchu, grand personnage chinois, qui est dans un autre style. Il y a comme ça une déclinaison absolument incroyable, une grande variété. Ce qui me ramène encore une fois à l'idée que ça ne sera pas une mode éphémère. Ce qui va être éphémère, c'est tel type de barbe ou tel type de moustache. Et peut-être qu'effectivement, ma barbe de 3 jours, qui aurait été une barbe de 10 jours, et celle de Macron, elles seront peut-être totalement ringardes dans un an. Mais ça, c'est une autre histoire. Subversif ou pas aujourd'hui de se laisser pousser la barbe? Vous disiez tout à l'heure que de plus en plus de présentateurs la portaient à l'antenne, par exemple. Conformiste, anticonformiste? Non, c'est plutôt subversif au sens, c'est un symbole aujourd'hui de liberté. C'est-à-dire qu'on montre qu'on est un esprit libre en ne portant pas soit de cravate, comme vous le faites, Mohamed, soit en portant la barbe. Donc, il vous reste encore un tout petit peu de liberté à gagner. On va jouer sur plusieurs leviers. La barbe représente-t-elle, selon vous, dans les sociétés occidentales, en tout cas, le dernier vestige d'un monde dont l'âme aurait disparu?
Question philosophique. Oui, c'est une question philosophique. Non, ce qui est intéressant, vraiment, encore une fois, c'est que la barbe a été portée pendant des millénaires et des centaines d'années avant de connaître un destin où elle a été assimilée vraiment à la dictature, au pouvoir machiste, où elle l'est, par exemple, encore un peu en Inde, où j'ai vécu, pays que j'aime énormément, un pays où il y a quand même pas mal de francophones qui nous regardent, et où il fallait absolument, quand on était un Indien, un mâle dominant, porter une moustache. Et puis, depuis quelques années, j'ai vu mes amis indiens de jeune génération commencer à se raser ou alors à faire des moustaches très dessinées, vraiment très Clark Gable et des choses beaucoup plus amusantes pour montrer qu'ils étaient non pas les mêmes que ce que leur père ou leur grand-père, non pas des machos répressifs avec un système de patriarcat, mais des jeunes gens modernes. Donc c'est un monde, c'est le signe de porter la barbe ou pas, de telle ou telle façon, ce sont des marqueurs véritablement de l'avancement d'une société. Alors, on a donc évoqué tout à l'heure avec vous cette secte. Aujourd'hui, les barbiers n'existent quasiment plus. Les barbiers sont de retour. Vous l'avez constaté ? Oui, les barbiers sont de retour. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de barbiers rien que dans Paris-Centre. Il y a des barbiers qui ouvrent quasiment tous les jours en province. Il y en a dans les grandes villes mondiales. Donc, c'est le retour de la barbe, véritablement. Et pour longtemps, si des gens se lancent dans le commerce de la barbe au sens comme barbier, il y a la barbière de Paris qui est assez connue aussi. Il y a une femme qui s'est lancée dans ce genre de choses. Ouais. Donc, voilà, il y a aujourd'hui véritablement un grand retour de la barbe. Alors, je ne commenterai pas, mais il y a aussi une femme barbue, une longue barbe dans votre livre. Plus récemment, il y a eu aussi un cas dans l'actualité oui, Conchita Wurst, bien sûr. Conchita Wurst qui a gagné l'Eurovision et qui est ce garçon ou cette femme, peu importe, parce qu'il utilise les deux et joue avec cette identité, autrichien ou autrichienne, qui s'est mis à porter, à se montrer à la fois comme femme et barbu, jouant sur ce clin d'œil et qui a remporté l'Eurovision avec et fait un tabac absolument incroyable. Conchita Wurst, c'est une star aujourd'hui, elle est reconnaissable dans le monde entier. Et ce qui la rend sexy, c'est finalement pas d'être capable en garçon d'être une jolie femme, ni d'être un joli garçon, c'est d'être une jolie femme qui nous trouble parce qu'elle porte la barbe. Et tout ça, toute cette ambiguïté fait le sel de Conchita Wurst, c'est une partie de son grand talent et de sa beauté. Et vous, peut-être pour finir, pourquoi est-ce que vous vous laissez une barbe non pas de 3 jours, mais de quelques jours en plus? Ça demande un entretien, pourquoi? Ça demande un peu d'entretien, c'est vrai, mais moi, parce que j'en avais horreur de cette dictature qui consistait à m'arracher le visage et puis à me faire des petits points de sang et attacher ma chemise alors que j'étais en retard pour filer plaider, alors que rien ne m'oblige au barreau, quand je porte ma robe, à être rasé de frais. Donc si j'ai une barbe propre, et le jour où j'ai vu un président de cour d'assises porter la barbe comme je le fais aujourd'hui, je me suis dit, ça y est, ça veut dire que ça passait dans les mœurs et que je peux lui mettre aussi. C'est un déclic et que je peux lui mettre enfin et je vais pouvoir garder ma barbe. Globalement, les avocats plutôt barbus ou pas aujourd'hui à Paris? Aujourd'hui, ça se divise entre les deux. Voilà, mes petites filles aimeraient bien que je me rase parce que sinon elles me font que des bisous ici. Voilà, c'est le seul problème aujourd'hui, ça pique. Voilà, c'est que ça pique encore un peu. Emmanuel Pierrat, Barbes et moustaches, édition Webec. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de ce livre, encore une fois drôle, léger, mais aussi riche d'enseignements. C'est aux éditions Webec. Merci à vous, Emmanuel Pierrat, d'avoir répondu à nos questions.